En riant, ma sœur m'a offert un test ADN pour prouver que je n'étais pas des leurs. Elle voulait une blague, mais les résultats, révélés par un avocat, ont plongé la famille dans un silence stupéfait. Sa moquerie est devenue son propre cauchemar. Je m'appelle Chloé et je viens d'avoir 28 ans. Toute ma vie, ma sœur Ambre a trouvé des moyens de me rappeler que j'étais différente. À ma fête pour mes 30 ans, elle m'a tendu un kit de test ADN avec un sourire en coin. Peut-être que ça prouvera que tu n'as rien à faire ici, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Je me suis toujours sentie comme une étrangère dans ma famille, mais je n'aurais jamais imaginé que sa blague cruelle découvrirait un secret qui laisserait tout le monde sans voix. En grandissant dans la famille Dubois, je me suis toujours sentie comme l'intruse. Alors que mes parents, Thomas et Éléonore, et ma sœur Ambre, avaient tous des cheveux noirs épais et un teint mat, je me distinguais avec mes cheveux roux flamboyants et ma peau pâle qui se couvrait de taches de rousseur au moindre rayon de soleil. Ces différences physiques n'étaient que le début de ce qui me faisait me sentir séparé de ma famille. Mon père, Thomas, travaillait comme banquier d'investissement, ce qui signifiait qu'il était rarement à la maison. Quand il était là, son attention se portait naturellement sur Ambre. Ma mère, Éléonore, professeure de français au lycée, n'essayait pas non plus de cacher sa préférence pour ma sœur. Dès mon plus jeune âge, je me souviens qu'il y avait toujours une distinction subtile dans la façon dont ils nous traitaient. Ambre a encore eu d'excellentes notes, annonçait fièrement ma mère au dîner, ses yeux brillants de fierté. Quand c'était mon tour de montrer mon bulletin avec principalement des 14 ou des 15 et quelques 17, elle hochait simplement la tête et disait « Tu pourrais faire mieux si tu t'appliquais comme ta sœur ». Le favoritisme financier était encore plus flagrant. Quand Ambre a eu besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ses études, elle a eu le dernier modèle avec tous les accessoires. Quand j'en ai eu besoin, j'ai reçu un modèle reconditionné qui plantait souvent en plein milieu d'un devoir. On est un peu juste ce mois-ci était l'explication que je recevais toujours. Les leçons de musique étaient un autre domaine où la différence était frappante. Ambre montrait des prédispositions pour le piano, alors mes parents ont engagé le meilleur professeur de la ville et lui ont finalement acheté un piano à queue qui occupait la moitié de notre salon. J'ai supplié pour des leçons de guitare pendant 3 anniversaires consécutifs avant qu'il ne cède finalement, me trouvant le professeur le moins cher qui donnait des cours dans son garage. Après 6 mois, ils ont décidé que ce n'était pas un investissement rentable. Un souvenir se détache avec une clarté douloureuse. J'avais 12 ans et Ambre en avait 15. Nous assistions à une réunion de famille où des parents que je connaissais à peine me pinçaient les joues et commentaient à quel point j'étais différente du reste de la famille. Elle doit tenir d'un parent éloigné, riait nerveusement ma mère. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris ma tante Marguerite demander à ma mère à voix basse « Es-tu sûre que l'hôpital n'a pas échangé les bébés ? Elle ne ressemble à aucun de vous. » Ma mère a sifflé en retour « Bien sûr que non. » Quelle chose ridicule à dire. Mais la graine du doute avait été plantée dans mon jeune esprit. J'ai commencé à scruter les photos de famille, cherchant quelqu'un qui partageait mes traits. Il n'y avait personne. Pendant que mes parents concentraient leur énergie et leurs ressources sur Ambre, je cherchais refuge dans l'art et les livres. Je passais des heures dans ma chambre à dessiner et à peindre, créant des mondes où j'avais ma place. La bibliothèque municipale est devenue mon sanctuaire. Les bibliothécaires me connaissaient par mon nom, mettant de côté les nouveaux livres qu'ils pensaient que j'aimerais. La seule personne qui semblait apprécier mes talents artistiques était ma grand-mère, Sarah, la mère de ma mère. Contrairement à mes parents, elle s'asseyait patiemment pendant que je lui montrais mes derniers croquis. Elle a même encadré une de mes aquarelles et l'a accrochée bien en évidence dans son salon. « Tu as un don, Chloé » me disait-elle, ses yeux se plissant au coin. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Quand grand-mère Sarah venait nous voir, je me sentais vu et apprécié. Elle m'apportait du matériel d'art et des livres sur des peintres célèbres. Elle me racontait des histoires sur sa propre mère, qui avait aussi été artiste. Ces moments avec elle étaient de précieuses îles d'appartenance dans mon enfance autrement aliénée. Ambre, sentant peut-être mon lien avec grand-mère Sarah, trouvait des moyens de s'immiscer dans notre temps ensemble. Elle développait soudainement un intérêt pour l'art lorsque grand-mère venait, lui montrant ses croquis médiocres et exigeants de l'attention. En entrant dans l'adolescence, les commentaires d'Ambre sur mon apparence sont devenus plus pointus et fréquents. « T'es sûr que t'as pas été adoptée ?» demandait-elle nonchalamment au dîner. « Ou peut-être que tu es la fille du facteur. » Elle riait toujours après, faisant passer ça pour une blague, mais l'intention de blesser était claire. « Ambre, ça suffit » disait mon père sans grande conviction, ne la réprimandant jamais vraiment. Ma mère pinçait les lèvres, mais ne disait rien.
Son silence, une approbation tacite de la cruauté. Au moment où j'ai atteint le lycée, l'échanger à la naissance ou l'enfant substitué étaient devenus les surnoms préférés d'Ambre pour moi. Ces pics étaient lancés avec un sourire quand nos parents étaient là, mais avec venin quand nous étions seuls. J'ai commencé à me demander s'il y avait une part de vérité dans ces railleries. Y avait-il une raison pour laquelle je me sentais si déconnecté de ma famille? Y avait-il une raison pour laquelle ma mère ne pouvait jamais tout à fait me regarder dans les yeux quand je posais des questions sur ma petite enfance? Ces questions m'ont hanté tout au long de mon adolescence, creusant un fossé encore plus grand entre moi et ma famille et m'envoyant plus profondément dans mon monde privé d'art et d'imagination. Quand le moment est venu d'aller à l'université, j'ai fait un choix qui n'a surpris personne dans ma famille, mais qui les a néanmoins déçus. Tandis qu'Ambre suivait le chemin tout tracé pour elle à Sciences Po en étudiant le droit, je me suis inscrite à la faculté d'art de la ville pour étudier l'art. Mes parents ont clairement exprimé leur opinion. L'art n'est pas une carrière, Chloé, a dit mon père, sans lever les yeux de son journal. C'est un passe-temps. Ma mère a été plus directe. Nous ne paierons pas pour que tu gribouilles pendant 4 ans. Si c'est ton choix, tu te débrouilles toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contracté des prêts étudiants et trouvé un emploi au Café de la Lune, un café original près du campus. Je travaillais 30 heures par semaine tout en suivant un programme de cours complet. L'épuisement était réel, mais pour la première fois, je faisais mes propres choix. À la faculté d'art, j'ai trouvé les miens. Jessica, avec ses cheveux violets et sa collection d'appareils photo vintage, est devenue ma première véritable amie. Elle voyait mes œuvres non pas comme des gribouillis, mais comme les expressions d'une perspective unique. Tu as une façon de capturer l'émotion que je n'ai jamais vue auparavant, m'a-t-elle dit après avoir vu mon portfolio. Ces mots ont été un baume pour mon esprit après des années de dénigrement. Puis il y a eu Maya, une étudiante internationale du Japon qui étudiait le graphisme. Elle m'a fait découvrir de nouvelles techniques et perspectives, me poussant à expérimenter au-delà de ma zone de confort. L'art n'est pas seulement une question de compétence, disait-elle dans son anglais à l'accent doux. C'est une question de courage. Le courage de montrer comment tu vois le monde. Avec leurs encouragements, j'ai commencé à développer mon propre style. Je me suis spécialisé dans les portraits en technique mixte qui combinaient des traits de visage réalistes avec des arrière-plans abstraits représentant le monde intérieur du sujet. Mes professeurs l'ont remarqué. Vous avez une voix unique, Chloé, m'a dit le professeur Martinez après un cours. Continuez à la développer. Pendant ce temps, Ambre s'épanouissait à Sciences Po. Chaque dîner de famille auquel je parvenais à assister devenait une vitrine pour ses accomplissements. Elle avait intégré la revue de droit. Elle avait décroché un stage prestigieux. Elle sortait avec le fils d'un sénateur. Et toi, Chloé, demandait ma mère, son ton suggérant qu'elle savait déjà que la réponse ne serait pas à la hauteur. J'ai eu un 18/20 à la présentation de mon portfolio, ai-je dit une fois, espérant une certaine reconnaissance. C'est bien, ma chérie, a-t-elle répondu avant de se tourner à nouveau vers Ambre. Alors, raconte-nous en plus sur ce stage. Pendant ma 2e année, j'ai rencontré Adrien lors d'une exposition d'art sur le campus. Il étudiait l'architecture et était venu à l'exposition pour des points bonus. Il s'est arrêté devant une de mes œuvres si longtemps que je me suis finalement approché de lui. « Qu'est-ce que vous voyez ?» ai-je demandé, curieuse de son intense concentration. Il s'est tourné vers moi, ses yeux bleus sérieux. De la solitude, mais aussi de la force. Il a montré le contraste entre le fond tourbillonnant sombre et la lumière illuminant le visage du sujet. La personne qui a créé ça comprend ce que signifie trouver de la lumière dans l'obscurité. Quand je lui ai dit que j'étais l'artiste, son visage s'est illuminé. J'adorerais en savoir plus sur votre processus. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture de la galerie, puis avons continué autour d'un café, puis d'un dîner. Adrien est devenu mon premier vrai petit ami et, plus important encore, mon plus grand supporter. Il n'a jamais remis en question la validité de l'art comme carrière. Il a simplement supposé que c'en était une et m'a encouragé à saisir des opportunités que j'aurais autrement été trop peu sûr de moi pour envisager. Tu devrais postuler pour la bourse Harrington, a-t-il insisté lorsque les candidatures se sont ouvertes pour les étudiants de 3e année. Ton travail correspond exactement à ce qu'ils recherchent. La bourse financerait un programme d'études d'été à Florence, en Italie, et comprendrait une allocation pour le matériel. La compétition serait féroce. Je ne pense pas être prête, ai-je hésité. On ne se sent jamais prêt, a dit Adrien doucement.
postule quand même. J'ai travaillé sur mon dossier de candidature pendant des semaines, veillant tard après mes services au café, retravaillant des pièces jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Quand l'email annonçant que j'avais été sélectionné est arrivé, Adrien a été la première personne que j'ai appelée. La réaction de mes parents était prévisible. L'Italie, a froncé les sourcils ma mère. N'est-ce pas cher? Qui paie pour ça? Même après avoir expliqué que c'était une bourse complète, elle ne semblait pas convaincue de sa valeur. Quand Ambre a été acceptée dans un programme de droit d'été à Oxford la semaine suivante, mes parents ont emmené la famille dans un restaurant 5 étoiles pour fêter ça. Mon été à Florence m'a transformé. Sous le soleil toscan, entouré de siècles de génie artistique, j'ai finalement commencé à croire en mon propre potentiel. Je suis revenu pour ma dernière année avec une clarté de but que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, mon exposition de fin d'études recevant les éloges des professeurs et des critiques d'art locaux. Ma famille a assisté à la cérémonie de remise des diplômes mais a sauté l'exposition. Nous avons eu un bref dîner dans une chaîne de restaurants italiens où la conversation tournait autour de la prochaine remise de diplôme en droit d'Ambre et de ses perspectives d'emploi. Mon diplôme en poche, j'ai accepté un poste dans une petite agence de design. Le salaire n'était pas impressionnant, mais j'utilisais mes compétences créatives tous les jours, concevant des logos, des sites web et des supports marketing pour des entreprises locales. À côté, je continuais mes projets artistiques personnels, les exposant occasionnellement dans des galeries locales. Lentement, la reconnaissance est venue. Un magazine d'art local a présenté mon travail. Une petite galerie m'a offert une exposition personnelle. J'ai commencé à recevoir des commandes de portraits. Pour la première fois, je pouvais entrevoir un avenir où je pourrais subvenir à mes besoins uniquement grâce à mon article. Tout au long de ce parcours, Adrien est resté inébranlable. Travaillant désormais dans un cabinet d'architecture, il comprenait l'équilibre entre la passion créative et la nécessité pratique. Nous avons emménagé ensemble après l'obtention de notre diplôme, créant un foyer qui nourrissait nos deux ambitions. Je suis fier de toi, me disait-il souvent quand je m'y attendais le moins. Peu de gens ont le courage de suivre leur cœur comme tu le fais. Ces paroles contrastaient fortement avec ce que j'entendais de ma famille. Même si ma carrière prenait de l'ampleur, ils considéraient mes activités artistiques avec scepticisme au mieux, avec mépris au pire. À leurs yeux, je ferais toujours les mauvais choix, toujours en deçà de la norme d'or d'Ambre. Mais pour la première fois de ma vie, je commençais à me demander si leur norme était celle que je voulais atteindre. Après tout, à mesure que mes 20 ans avançaient, j'ai créé plus de distance entre moi et ma famille. Adrien et moi avons trouvé un petit 2 pièces dans un quartier d'artistes du centre-ville, à 25 km de la maison de banlieue de mes parents, mais à des mondes de distance en termes d'atmosphère. Nos murs étaient couverts d'art, à la fois le mien et des pièces que nous avions collectionnées auprès d'artistes locaux. Chaque coin reflétait la créativité et le choix personnel plutôt que les attentes conventionnelles. Ambre, quant à elle, a obtenu son diplôme de droit avec mention et a décroché un poste chez Lemoine et Blanchard, l'un des cabinets les plus prestigieux de l'État. Elle a acheté un appartement de luxe dans le quartier des affaires et conduisait une Mercedes que mon père l'avait aidé à financer. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Ma mère appelait chaque semaine, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me donner des nouvelles des dernières réussites d'Ambre. Ta sœur vient de gagner sa première grosse affaire, a-t-elle annoncé lors d'un appel. Les associés parlent déjà de la mettre sur la voie rapide pour une promotion. C'est super, ai-je répondu automatiquement. Quand vas-tu envisager une carrière plus stable, Chloé? Ce travail de graphiste ne doit pas payer beaucoup, et cette histoire d'art, eh bien, ce n'est pas exactement fiable, n'est-ce pas? Ces conversations me laissaient émotionnellement épuisé. Peu importaient mes accomplissements, un nouveau client, une exposition réussie, un article dans un magazine d'art régional. Rien n'était à la hauteur du succès conventionnel d'Ambre. J'ai commencé à filtrer les appels de ma mère, laissant la plupart aller sur la messagerie vocale. J'ai trouvé des excuses pour manquer les dîners de famille. Les fêtes de fin d'année sont devenues des exercices d'endurance, des heures de comparaison subtile et de dénigrement de mes choix. Le seul membre de la famille avec qui je suis resté en contact était grand-mère Sarah. Désormais septuagénaire, elle vivait seule dans une petite maison remplie de livres et de souvenirs de ses voyages. Je lui rendais visite au moins 2 fois par mois, apportant du café et des viennoiseries du Café de la Lune. Lors d'une visite, alors que nous étions assises dans sa véranda à regarder un nouveau livre d'art que je lui avais apporté, elle est devenue inhabituellement pensive. Tu sais, Chloé, a-t-elle dit,
sa voix plus douce que d'habitude. Tu me rappelles tellement ma sœur Judith. Je ne savais pas que tu avais une sœur, ai-je dit, surprise. Elle est décédée jeune, avant ta naissance. C'était l'artiste de la famille. Elle m'a tapoté la main. Elle avait aussi ton esprit, déterminé à tracer son propre chemin, peu importe ce que les autres pensaient. Alors que grand-mère Sarah commençait à partager plus d'histoires sur ma grand-tante Judith, j'ai remarqué qu'elle regardait souvent une photo particulière sur sa bibliothèque. Elle montrait ma mère, jeune femme, debout à côté de mon père. Le visage de ma mère semblait tendu. Pas l'expression d'une jeune mariée heureuse. Quand est-ce que ça a été pris? Ai-je demandé en prenant le cadre. Grand-mère Sarah a hésité. Juste après leur mariage. C'était une période difficile pour eux. Difficile comment? Elle a rapidement changé de sujet, me demandant des nouvelles de mon dernier projet artistique, mais sa brève hésitation a planté une graine de curiosité. Lors de ma visite suivante, j'ai apporté de vieux albums de photos de famille que j'avais empruntés à ma mère sous prétexte de les numériser pour les préserver. J'ai feuilleté les albums avec grand-mère Sarah, qui me racontait des histoires sur divers parents et occasions. Voici ta mère enceinte d'Ambre, a-t-elle dit, montrant une photo de ma mère avec un ventre très proéminent, souriant sincèrement alors que mon père passait son bras autour d'elle. J'ai tourné plusieurs pages, cherchant des photos similaires de quand ma mère était enceinte de moi. Étrangement, il n'y en avait aucune. Il y avait plein de photos de ma mère me tenant dans ses bras, nouveau-né, mais pas une seule photographie d'elle enceinte. Grand-mère, y a-t-il des photos de maman enceinte de moi, ai-je demandé nonchalamment. Elle a légèrement froncé les sourcils. Ta mère n'aimait pas trop se faire prendre en photo. Elle n'a probablement pas voulu être photographiée. La réponse semblait évasive, surtout compte tenu des multiples photos de grossesse avec Ambre. Quand j'ai mentionné cette observation à Adrien ce soir-là, il a semblé pensif. Peut-être qu'ils ont juste pris moins de photos la deuxième fois. C'est courant avec les deuxièmes enfants. Peut-être, ai-je concédé, mais il n'y en a pas une seule. Et chaque fois que je pose des questions sur ma naissance ou ma petite enfance, maman devient bizarre et change de sujet. Adrien a mis de côté les dessins d'architecture qu'il était en train d'examiner. À quoi tu penses, Chloé? Je ne sais pas, ai-je admis, mais quelque chose ne va pas. Les blagues d'Ambre sur le fait que je suis adopté ou échangé à la naissance. Et si c'était vrai? Veux-tu demander directement à tes parents? J'ai secoué la tête. Ils ne me donneraient jamais une réponse claire. Ma mère peut à peine me regarder dans les yeux quand je pose des questions sur quoi que ce soit avant mes 3 ou 4 ans. Alors peut-être qu'il est temps que tu cherches des réponses ailleurs, a suggéré doucement Adrien. Au cours des semaines suivantes, je me suis surprise à examiner de vieilles photos avec un nouveau regard, cherchant des indices que j'aurais pu manquer auparavant. J'ai également commencé à rechercher mon propre acte de naissance et mes dossiers médicaux précoces, mais je n'ai rien trouvé de suspect. Puis, grand-mère Sarah est tombée malade. Ce qui avait commencé comme un examen de routine a conduit à un diagnostic de cancer du pancréas avancé. Les médecins lui donnaient des mois, pas des années. Je lui rendais visite aussi souvent que possible, m'asseyant parfois en silence à côté de son lit d'hôpital pendant qu'elle dormait, d'autres fois écoutant ses souvenirs et ses réflexions. « J'ai quelque chose pour toi », m'a-t-elle dit lors d'une visite, sa voix plus faible que la veille. Chez moi, dans le coffre en cèdre de ma chambre. Il y a une boîte avec ton nom dessus. J'avais l'intention de te la donner, mais... Sa voix s'est éteinte, son énergie épuisée. Je la prendrai la prochaine fois que je visiterai ta maison, ai-je promis, en serrant sa main fine. Mais il n'y a pas eu de prochaine fois. Grand-mère Sarah est décédée 3 jours plus tard, emportant avec elle tous les secrets qu'elle aurait pu détenir. Les funérailles ont été une cérémonie sobre, avec des parents que je voyais rarement réunis pour lui rendre hommage. Ambre est arrivée en retard, faisant un spectacle de son chagrin qui semblait plus théâtral que sincère. Elle avait à peine rendu visite à grand-mère Sarah dans ces derniers mois, toujours trop occupée par la préparation d'un dossier ou des événements de réseautage. À la réception qui a suivi, alors que je me tenais seul près de la fenêtre, Ambre s'est approchée de moi avec un verre de vin à la main. Pauvre grand-mère Sarah, a-t-elle soupiré. Au moins, elle t'avait toujours, toi, pour lui rendre visite. Vous deux, les bizarres, aviez tellement en commun. Elle était gentille et sincère, ai-je répondu, refusant de mordre à l'hameçon. 2 qualités rares dans cette famille. Le sourire d'Ambre s'est crispé. Toujours aussi dramatique, Chloé.
Pas étonnant que papa et maman s'inquiètent pour toi. Ils s'inquiètent pour moi? C'est nouveau. Bien sûr qu'ils le font. Ils t'ont toujours traité avec un soin si particulier. Elle a étrangement insisté sur les derniers mots. Faisant des concessions pour tes différences. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est penchée plus près, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne t'intègres pas? Pourquoi tu es si différente de nous tous? Peut-être que tu devrais leur poser la question un jour. Avant que je puisse répondre, elle s'est éloignée pour rejoindre un groupe de parents, me laissant avec une sensation de froid dans le ventre. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours, ajoutant à ma suspicion croissante qu'il y avait quelque chose sur mon origine que ma famille ne me disait pas. Mon 30e anniversaire tombait un samedi de début octobre. Adrien préparait une surprise depuis des semaines, laissant échapper des indices sur une célébration spéciale, mais refusant de donner des détails. Le jour venu, il m'a bandé les yeux et m'a conduite à ce qui s'est avéré être un salon privé à la Palette, mon restaurant préféré dans le quartier des artistes. Surprise, a retenti un chœur de voix alors qu'il retirait le bandeau. Une vingtaine de personnes étaient rassemblées autour d'une longue table décorée de fleurs d'automne et de bougies. Jessica et Maya étaient là, ainsi que d'autres amis de l'université et du travail. Mon mentor artistique, le professeur Martinez, avait même fait le voyage depuis sa maison de retraite à 2 heures de route. Les amis, ai-je soufflé en contemplant la scène. C'est incroyable. Adrien rayonnait à côté de moi. Tu mérites d'être célébré, a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. La soirée était parfaite. Nous avons mangé une nourriture incroyable, bu du bon vin, et partagé des histoires et des rires. Pour le dessert, Adrien avait commandé un gâteau décoré pour ressembler à l'un de mes tableaux les plus réussis. J'ouvrais des cadeaux quand la porte du restaurant s'est de nouveau ouverte. Mon cœur s'est serré en voyant mes parents entrer, suivis par Ambre. Je ne les avais pas invités. Ils montraient rarement d'intérêt à célébrer mes étapes importantes. Adrien avait l'air tout aussi surpris. J'espère que nous ne dérangeons pas, a dit ma mère, son ton suggérant qu'elle ne se souciait pas vraiment de savoir s'il dérangeait. Ambre a pensé que nous devrions venir te souhaiter un joyeux anniversaire. Un silence gêné s'est installé dans la pièce. Mes amis, conscients de ma relation compliquée avec ma famille, ont échangé des regards inconfortables. Bien sûr que non, ai-je menti, forçant un sourire. Merci d'être venu. Mon père m'a tendu une enveloppe contenant une carte cadeau pour un grand magasin et une carte d'anniversaire générique qu'ils avaient tous les deux signée. Ma mère m'a fait un câlin impersonnel qui a à peine établi de contact. Puis, Ambre s'est avancée, tenant un grand sac cadeau avec un sourire exagéré. Joyeux anniversaire, petite sœur. Je t'ai apporté quelque chose de spécial. La pièce est devenue silencieuse alors que je plongeais la main dans le sac et en sortais un kit de test ADN de 23 NME. La confusion a fait place à la compréhension quand Ambre a de nouveau parlé. Peut-être que ça prouvera que tu n'as rien à faire ici, a-t-elle dit avec un rire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu as toujours été si différente de nous tous. Ne serait-ce pas drôle de découvrir qu'il y avait une raison à ça? La pièce est devenue mortellement silencieuse. J'ai senti la chaleur monter à mon visage alors que la cruauté de son cadeau était perçue par toutes les personnes présentes. Adrien s'est placé protecteur à mes côtés. Qu'est-ce que tu fabriques, Ambre, a-t-il dit d'une voix basse et en colère. Elle a écarquillé les yeux d'un air faussement innocent. Quoi? C'est juste pour rire. Tout le monde fait ces tests de nos jours, n'est-ce pas, maman? J'ai regardé ma mère, m'attendant à ce qu'elle réprimande Ambre pour cette insulte évidente. Au lieu de cela, elle avait l'air pâle et mal à l'aise, ses yeux se tournant vers mon père. C'est juste une blague, Chloé, a dit mon père sèchement. Ne sois pas si sensible. Une blague? La voix d'Adrien s'est élevée. Elle vient de suggérer publiquement que Chloé n'appartient pas à votre famille, et vous la défendez. Jessica s'est levée. Je pense qu'il est temps pour vous trois de partir. Pardon, a dit ma mère, offensée. Pour qui vous prenez-vous? Je suis quelqu'un qui se soucie vraiment de Chloé, a répondu Jessica calmement, ce qui est plus que ce que je peux dire de vous. La confrontation a rapidement dégénéré, mon père exigeant le respect et Adrien et mes amis formant un cercle protecteur autour de moi. Finalement, le professeur Martinez est intervenu. C'est la célébration de Chloé, a-t-il dit fermement. Je pense qu'il serait préférable que vous la respectiez assez pour partir maintenant. Vous avez fait passer votre message. Après une confrontation tendue,
ma famille est finalement partie. Ambre s'est retournée à la porte pour lancer une dernière pique. Fais-moi savoir ce que tu découvres quand tu feras le test, a-t-elle crié avec un sourire narquois. Peut-être que tu découvriras que tu appartiens à une famille qui apprécie l'art. La porte s'est refermée derrière eux, et je me suis effondré sur une chaise, le kit ADN toujours entre mes mains. Je suis vraiment désolé, a dit Adrien, s'agenouillant à côté de moi. Je n'avais aucune idée qu'il viendrait. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je rassuré, bien que les larmes menaçaient de couler. Tu m'as offert une fête magnifique. Mes amis se sont ralliés autour de moi, aidant à sauver ce qui restait de la soirée. Nous avons ouvert plus de vin, mis de la musique, et avons finalement réussi à rire à nouveau. Mais le cadeau d'Ambre reposait sur la table comme une bombe à retardement, impossible à ignorer complètement. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Adrien et moi étions allongés dans notre lit, j'ai finalement donné voix aux pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. Et si elle avait raison, ai-je murmuré dans l'obscurité. Et si je n'appartenais pas à cette famille? Adrien s'est appuyé sur un coude. Chloé, écoute-moi. La famille, ce n'est pas seulement une question d'ADN ou de sang. C'est qui t'aime, qui te soutient, qui voit ta valeur. Selon cette définition, ces gens aujourd'hui, tes amis, ton mentor, sont plus ta famille que les personnes qui partagent ton nom de famille. Mais s'il y avait une raison pour laquelle je me suis toujours senti comme une étrangère? S'il y avait une vérité que j'ai sentie toute ma vie? Alors peut-être qu'il est temps de la découvrir, a-t-il dit doucement. Pas pour Ambre, pas pour prouver quoi que ce soit à tes parents, mais pour toi-même. Tu mérites de connaître ta propre histoire. J'ai réfléchi à cette idée, me sentant à la fois terrifié et étrangement libéré par elle. Et si je faisais le test? Que révélerait-il? Et pourquoi la blague d'Ambre avait-elle provoqué une réaction si étrange de la part de mes parents? Si je fais ça, ai-je dit lentement, je dois être prête à tout ce que je pourrais trouver. Et je serai juste à tes côtés, a promis Adrien, en prenant ma main. Quoi que tu découvres, nous y ferons face ensemble. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je ferai le test ADN, non pas parce qu'Ambre l'avait suggéré avec moquerie, mais parce que j'avais le droit de connaître la vérité sur moi-même. Après 30 ans à me sentir comme une étrangère dans ma propre famille, peut-être que la science pourrait fournir les réponses que mes parents n'avaient jamais eues. Je vais le faire, ai-je dit avec une nouvelle détermination. Je vais découvrir qui je suis vraiment. Adrien a serré ma main dans l'obscurité. C'est ma courageuse Chloé. Le lendemain matin, j'ai ouvert le kit de test ADN et suivi attentivement les instructions. En scellant mon échantillon de salive dans le tube fourni, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et d'espoir. Quels que soient les résultats, au moins j'agissais au lieu de vivre dans l'incertitude. J'ai posté l'échantillon cet après-midi-là, puis j'ai commencé le long processus d'attente, me demandant quelle vérité mon ADN pourrait enfin révéler. Le site web de l'entreprise indiquait que les résultats prendraient de 4 à 6 semaines. Ces semaines s'étendaient devant moi comme une éternité. Je me suis jeté dans le travail, acceptant des projets freelance supplémentaires pour garder mon esprit occupé. La nuit, je restais souvent éveillé à imaginer divers scénarios de ce que les résultats pourraient montrer. Tu sais, peu importe ce que dit le test, ça ne change pas qui tu es, m'a rappelé Adrien un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Vraiment, ai-je répliqué, coupant des légumes avec plus de force que nécessaire. Si je découvre que je ne suis pas biologiquement lié à ma famille, ça change tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Adrien a doucement pris le couteau de ma main. Ça expliquerait certaines choses, mais ça n'efface pas tes expériences ou ton identité. Tu es toujours Chloé, l'artiste talentueuse, l'amie fidèle, la femme que j'aime. Ces mots m'ont réconforté, mais l'incertitude est restée une compagne constante pendant la période d'attente. 2 semaines après avoir posté mon échantillon, je me suis souvenu de la boîte de grand-mère Sarah. Dans le chaos qui a suivi sa mort et mon anniversaire, je l'avais complètement oubliée. Le lendemain, je me suis rendu chez elle, qui était maintenant en cours de préparation pour la vente. Ma mère m'avait donné une clé pour aider à vider les objets personnels. La maison semblait étrangement silencieuse sans la présence de grand-mère Sarah. Des grains de poussière dansaient dans la lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres alors que je me dirigeais vers sa chambre. Le coffre en cèdre se trouvait au pied de son lit, comme il l'avait toujours été depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai soulevé le lourd couvercle, respirant l'odeur boisée familière. À l'intérieur se trouvaient des courtes pointes soigneusement pliées, des albums de photos et plusieurs boîtes plus petites.
Une boîte en bois portait mon nom écrit sur le dessus de l'écriture élégante de grand-mère Sarah. J'ai emporté la boîte à la table de la cuisine et l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets, un morceau de papier à lettres pliées, un petit paquet de photographies attachées avec un ruban délavé, et un bonnet de nouveau-né en tricot jauni. J'ai déplié le papier à lettres en premier. C'était une lettre de l'écriture de grand-mère Sarah, datée de seulement 3 mois avant sa mort. « Ma très chère Chloé », commençait-elle. « Si tu lis ceci, c'est que je suis partie et il y a des choses que tu dois savoir. J'ai porté un fardeau de connaissances pendant de nombreuses années, déchiré entre la loyauté familiale et ce que je crois être juste. Tu as toujours été spécial pour moi, pas seulement à cause de ton merveilleux esprit, mais parce que... » La lettre s'arrêtait brusquement là, comme si elle avait été interrompue en l'écrivant, ou avait peut-être perdu le courage de continuer. Mon cœur battait la chamade alors que je la mettais de côté et dénouais le ruban autour des photographies. La première photo montrait ma mère dans un lit d'hôpital tenant un nouveau-né que je supposais être moi. Mais contrairement aux expressions joyeuses des photos similaires avec Ambre, le visage de ma mère semblait tendu, presque craintif. Mon père se tenait à côté du lit, son expression tout aussi tendue. J'ai tourné la photo suivante et j'ai froncé les sourcils, confuse. C'était une coupure de journal plutôt qu'une photo de famille. Le titre disait « Nourrisson enlevé à l'hôpital Saint-Louis ». L'article, daté d'il y a 28 ans, juste 2 jours après ma date de naissance, décrivait la disparition d'une petite fille nouveau-née de la maternité de l'hôpital. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber les photos restantes. L'une montrait un jeune couple que je ne reconnaissais pas, tenant une affiche de bébé disparu avec la photo d'un nourrisson et le nom de Lise Cartier. La femme avait des cheveux roux remarquablement similaires aux miens. Le dernier élément du paquet était une note de l'écriture de ma grand-mère, demandée à Éléonore pour le 12 juin et l'infirmière Leroux. Le bonnet de nouveau-né au fond de la boîte était minuscule et blanc avec une petite étiquette cousue à l'intérieur indiquant un quartier L à l'encre délavée. Je suis restée assise, immobile, à la table de la cuisine, les implications de ces objets me frappant avec la force d'un coup physique. Était-ce possible? Étais-je le bébé disparu de l'article de journal? Ma grand-mère avait-elle essayé de me dire que je n'étais pas une Dubois de naissance, mais une enfant enlevée? La pensée était si extravagante, si terrible que mon esprit l'a d'abord rejetée. Il devait y avoir une autre explication. Peut-être que ces objets appartenaient à quelqu'un d'autre, et que grand-mère Sarah avait mis mon nom sur la boîte par erreur. Pourtant, la date de l'enlèvement correspondait trop étroitement à mon anniversaire pour être une coïncidence. Et cela expliquerait tant de choses, mes différences physiques avec ma famille, l'incapacité de ma mère à me regarder dans les yeux en parlant de ma petite enfance, les railleries d'Ambre sur le fait que je n'appartenais pas à la famille. J'ai soigneusement tout replacé dans la boîte et je l'ai emporté avec moi, mes pensées s'emballant. De retour à notre appartement, j'ai tout montré à Adrien. C'est incroyable, a-t-il dit après avoir examiné chaque objet. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, nous devrions essayer de vérifier ces informations. Au cours des jours suivants, Adrien m'a aidé à faire des recherches sur l'enlèvement mentionné dans la coupure de journal. Nous avons trouvé plusieurs articles archivés en ligne sur le cas du bébé Lise Cartier, enlevé de l'hôpital Saint-Louis il y a 28 ans. L'affaire avait reçu une couverture médiatique importante à l'époque, mais était finalement devenue une affaire classée lorsque les enquêteurs avaient épuisé toutes les pistes. Les articles incluaient des photos des parents dévastés, Richard et Patricia Cartier. Regarder l'image de Patricia Cartier, c'était comme voir une version plus âgée de moi-même. Les mêmes cheveux roux, la même forme d'yeux, même des manières similaires, à en juger par les interviews vidéo que nous avons trouvées en ligne. La ressemblance est frappante, a admis Adrien alors que nous regardions un clip d'actualité vieux de 20 ans où les Cartier lançaient un appel à information le jour de l'anniversaire de leur fille disparue. Mais pourquoi mes parents, ma mère, feraient-ils une chose pareille, ai-je murmuré, luttant toujours pour accepter cette possibilité. Elle est stricte et émotionnellement distante, mais une kidnappeuse. Nous ne connaissons pas encore toute l'histoire, a prévenu Adrien. Attendons les résultats de l'ADN avant de tirer des conclusions définitives. 3 semaines après le début de la période d'attente, j'ai reçu un email inattendu de la société de test ADN. Ils me demandaient d'appeler leur service client concernant mon échantillon. Quand je l'ai fait, un représentant m'a expliqué qu'ils avaient trouvé des résultats inhabituels dont ils voulaient discuter plus en détail. Inhabituels comment, ai-je demandé, le cœur battant. Je ne suis pas autorisé à discuter de détails spécifiques par téléphone, a dit le représentant avec précaution,
mais notre conseiller en génétique aimerait programmer une consultation vidéo avec vous dès que possible. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, puis j'ai fait les 100 pas dans notre appartement pendant des heures, trop anxieuse pour dormir ou manger. Adrien est resté éveillé avec moi, m'offrant des paroles rassurantes quand il le pouvait, une compagnie silencieuse quand les mots manquaient. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour l'appel vidéo avec le conseiller en génétique, mon téléphone a sonné. C'était Ambre. « Chloé » a-t-elle dit sans préambule, sa voix inhabituellement urgente. « As-tu déjà reçu tes résultats ADN ?»« Pas encore », ai-je répondu prudemment. « Pourquoi ? » ?»« Je pense que tu devrais annuler ce test. » C'était une blague stupide et je suis désolé. Ces excuses soudaines après des années de raillerie ont immédiatement éveillé mes soupçons. Pourquoi l'annulerais-je maintenant ? Il traite déjà mon échantillon. Écoute, fais-moi confiance là-dessus. Annule-le et je te rembourserai. Ça n'en vaut pas la peine. De quoi as-tu peur qu'il trouve, Ambre ? Ai-je demandé directement. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Rien. Je pense juste que ces tests sont une atteinte à la vie privée et souvent inexacts. J'ai lu des articles à ce sujet. Depuis quand te soucies-tu de ma vie privée ? Très bien, a-t-elle lâché, retrouvant son ton habituel. Fais ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer chez moi quand tu n'aimeras pas ce que tu découvriras. Elle a raccroché sans un mot de plus. Son appel m'a laissé plus convaincu que jamais qu'il y avait quelque chose d'important à découvrir. J'ai partagé la conversation avec Adrien. Elle sait quelque chose, a-t-il convenu. Et elle a peur que ça sorte. Cet après-midi-là, j'ai eu ma consultation vidéo avec le conseiller en génétique, une femme au visage bienveillant nommée Dr Renaud. Elle m'a expliqué qu'ils avaient trouvé des anomalies dans mes résultats qui nécessitaient une discussion plus approfondie. Mademoiselle Dubois, notre analyse n'indique aucune relation génétique entre vous et les membres de la famille listés dans votre profil, Éléonore et Thomas Dubois. Même si j'avais commencé à suspecter cette même chose, l'entendre énoncer si cliniquement m'a provoqué un choc. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas mes parents biologiques ? C'est exact, a confirmé doucement Dr Renaud. Il n'y a aucune preuve génétique suggérant une relation parent-enfant. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé, sentant qu'elle cachait quelque chose. Elle a hésité. Notre base de données a identifié une correspondance familiale potentielle avec un autre utilisateur. Les marqueurs génétiques suggèrent une relation parent-enfant. Souhaitez-vous que je vous fournisse cette information ? Ma bouche est devenue sèche. Oui, ai-je réussi à dire, s'il vous plaît. Le nom de l'utilisatrice est Patricia Cartier. Selon nos dossiers, elle utilise notre service pour rechercher des correspondances génétiques avec sa fille disparue depuis plus de 5 ans. Patricia Cartier, le nom des articles de journaux, la mère du bébé kidnappé, ma mère biologique. Il y a une équipe juridique qui travaille sur des cas comme le vôtre, a poursuivi Dr Renaud, sa voix semblant venir de très loin. Avec votre permission, j'aimerais les mettre en contact avec vous. J'ai hoché la tête, engourdi, traitant à peine ces mots. Après la fin de l'appel, je suis resté assise, immobile, fixant l'écran blanc jusqu'à ce qu'Adrien me touche doucement l'épaule. Chloé, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, les mots qui sont sortis semblaient étranges et distants, comme si quelqu'un d'autre parlait. Je crois que j'ai été kidnappé à la naissance, et je crois que mes parents, les Dubois, sont ceux qui l'ont fait. Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon de mai, d'appels téléphoniques et de nuits blanches. La société d'ADN m'a mis en contact avec Maître Daniel Henry, un avocat spécialisé dans les cas de réunification familiale. Il m'a expliqué que la société avait déjà informé les quartiers de la correspondance potentielle, conformément à leur obligation légale dans les cas de personnes disparues. Ils sont naturellement choqués et pleins d'espoir, m'a-t-il dit lors de notre premier appel. Ils cherchent leur fille depuis 28 ans. La révélation que mes parents biologiques n'avaient jamais cessé de me chercher m'a fait monter les larmes aux yeux. J'avais passé ma vie à me sentir non désiré alors qu'en réalité, j'avais été désespérément voulu par une famille que je n'avais jamais connue. Daniel m'a conseillé qu'avant toute réunion, nous devions aborder les implications légales de la situation. Cela signifiait affronter les Dubois, mes parents, ou les personnes que j'avais toujours cru être mes parents. Compte tenu de la nature sensible de cette situation, je recommande d'organiser une réunion avec toutes les parties présentes, a suggéré Daniel. Nous pouvons présenter les preuves ADN et discuter des prochaines étapes dans un environnement contrôlé. Seront-ils arrêtés, ai-je demandé,
déchiré entre la colère face à leur apparente tromperie et un attachement persistant et confus à la seule famille que j'ai jamais connue. C'est aux forces de l'ordre de le déterminer, a expliqué Daniel. Mon rôle est de faciliter la révélation de la vérité et de vous aider à naviguer dans le processus de connexion avec votre famille biologique, si c'est ce que vous choisissez de faire. Après de longues discussions avec Adrien et Daniel, j'ai décidé de demander une réunion de famille chez mes parents. J'ai appelé mon père et, sans révéler la raison, j'ai demandé que lui, ma mère, ainsi qu'Ambre, soient présents ce samedi après-midi. Est-ce que quelque chose ne va pas? A-t-il demandé, l'air inquiet. J'ai juste besoin de discuter de quelque chose d'important avec vous tous, ai-je répondu prudemment, gardant un ton neutre. Nous serons là, a-t-il promis. Le jour de la réunion, Adrien et moi sommes arrivés à la maison des Dubois 15 minutes en avance. Maître Henri arriverait séparément avec un représentant de la société d'ADN et le dossier de l'affaire. « Es-tu sûr d'être prête pour ça ?» a demandé Adrien alors que nous étions assis dans la voiture devant la maison familière de 2 étages où j'avais grandi. J'ai regardé la maison, la voyant avec de nouveaux yeux. M'avait-il amené ici bébé, fraîchement sorti de l'hôpital, où il m'avait d'une manière ou d'une autre enlevé à mes vrais parents? Toute mon enfance avait-elle été construite sur un crime terrible? Je ne pense pas que quiconque puisse être prêt pour ça, ai-je admis. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Adrien a serré ma main. Quoi qu'il se passe là-dedans, souviens-toi que tu n'es pas seul. Nous sommes entrés dans la maison pour trouver mes parents assis raidement dans le salon. Ambre n'était pas encore arrivée. Chloé, Adrien, nous a salué ma mère avec une politesse forcée. Quelle est cette affaire importante dont tu dois discuter? J'aimerais attendre qu'Ambre arrive, si ça ne vous dérange pas, ai-je répondu, m'installant sur le canapé en face d'eux. Un silence inconfortable s'est installé dans la pièce. Mon père regardait sa montre à plusieurs reprises tandis que ma mère tripotait son collier de perles, une habitude nerveuse que j'avais observée tout au long de mon enfance. Quand la sonnette a retenti, mon père s'est levé pour répondre. Son expression est passée de l'attente à la confusion quand il a vu Maître Henri debout là au lieu d'Ambre. Thomas Dubois, a demandé Daniel professionnellement. Je suis Maître Daniel Henry, avocat. Je crois que votre fille Chloé m'attend. Mon père s'est tourné vers moi, son visage pâlissant. Chloé, de quoi s'agit-il? Avant que je puisse répondre, la voiture d'Ambre est arrivée dans l'allée. Elle est entrée quelques instants plus tard, se figeant en voyant le rassemblement. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé, regardant de moi à nos parents, puis à Daniel. S'il vous plaît, tout le monde, asseyez-vous, a suggéré calmement Daniel. Je représente Chloé dans une affaire concernant son identité et sa filiation. Ma mère a émis un petit son étranglé. Les mains de mon père ont commencé à trembler. Ambre est restée debout, ses yeux passant de l'un à l'autre. Peut-être devriez-vous expliquer, Madame Dubois, a continué Daniel quand personne n'a parlé, à propos de l'hôpital Saint-Louis il y a 28 ans. Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur. Mon père s'est approché d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle murmuré, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Daniel a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. Nous avons les résultats d'un test ADN confirmant que Chloé n'est pas biologiquement liée à vous ou à Monsieur Dubois. Il a posé le rapport sur la table basse. Nous avons également des preuves la reliant à Richard et Patricia Cartier, dont la fille nouveau-née a été enlevée de l'hôpital Saint-Louis le 12 juin, il y a 28 ans. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé les expressions de mes parents passer du choc à la peur, puis à la résignation. Ambre avait l'air d'être sur le point de vomir. Tu savais, lui ai-je dit, la prise de conscience m'envahissant. C'est pour ça que tu m'as donné ce kit ADN comme une blague. Tu essayais de me dissuader de faire un test. Je ne savais pas avec certitude, a répondu Ambre, sa voix à peine audible. Je les ai entendus se disputer à ce sujet quand j'avais 16 ans. Maman s'inquiétait que quelqu'un remarque à quel point tu étais différente. Papa disait que personne ne ferait jamais le lien. Je me suis tourné vers mes parents, les gens qui m'avaient élevé. C'est vrai? Vous m'avez enlevé de l'hôpital? Après un long moment, mon père a lentement hoché la tête. Éléonore, a-t-il dit à ma mère, c'est fini. Nous devons dire la vérité. Ma mère a commencé à pleurer en silence. Mon père a pris une profonde inspiration avant de reprendre la parole. Éléonore a fait une fausse couche 3 mois avant ta naissance, a-t-il expliqué, sa voix creuse.
C'était notre deuxième enfant. Elle est tombée dans une profonde dépression. Les médecins s'inquiétaient de son état mental. Il a fait une pause, luttant pour continuer. Elle était bénévole à l'hôpital Saint-Louis, à la maternité. Elle rentrait à la maison et parlait des bébés, en particulier d'une petite fille aux cheveux roux qui lui rappelait sa propre mère. Ma mère a levé son visage strié de larmes. Je n'avais pas prévu ça, a-t-elle insisté. Ce jour-là, la nurserie manquait de personnel. Le bébé Cartier, était seul. Je la tenais, la réconfortais, et quelque chose s'est juste brisé en moi. Je ne pouvais pas la reposer. Je ne pouvais pas partir sans elle. Alors vous l'avez juste prise. M'avez prise, ai-je demandé, ma voix s'élevant d'incrédulité. Nous allions te ramener, a dit faiblement mon père. Mais ensuite les jours ont passé et c'était partout aux informations, et nous savions que nous irions en prison. Nous nous sommes convaincus que nous pourrions te donner une belle vie, que nous sauvions la vie d'Éléonore en te gardant. Vous m'avez volé à mes vrais parents, ai-je dit, l'énormité de leur crime me submergeant. Ils me cherchent depuis 28 ans. Ils ont manqué toute mon enfance. Nous sommes tes vrais parents, a pleuré ma mère. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aimé. Aimé, ai-je répété, incrédule. Vous m'avez toujours traité comme si j'étais inférieur à Ambre. Vous n'avez jamais soutenu mes choix ni montré un réel intérêt pour ma vie. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté faiblement. C'est vrai, a interrompu Ambre, surprenant tout le monde. Vous m'avez toujours favorisé et avez traité Chloé différemment. Je pensais que c'était parce que vous m'aimiez plus, mais maintenant je me demande si c'était à cause de votre culpabilité. Daniel s'est éclairci la gorge. Je dois vous informer que les Cartier ont été notifiés de la correspondance ADN. Ils attendent ce moment depuis longtemps. Sont-ils ici, a demandé ma mère, regardant craintivement vers les fenêtres. Pas encore, a répondu Daniel. Mais ils ont exprimé un fort désir de rencontrer Chloé, et il y aura des conséquences légales à régler. Cette affaire n'a jamais été classée. Mon père s'est affalé sur sa chaise. Nous coopérons pleinement, a-t-il dit, l'air complètement abattu. Nous n'avons jamais voulu causer autant de douleur. Mais vous l'avez fait, ai-je dit, les larmes finissant par couler. Vous avez causé de la douleur à mes parents biologiques qui ont perdu leur bébé. Et vous m'avez causé de la douleur, me faisant sentir comme une étrangère dans ma propre maison, jamais tout à fait à la hauteur. Ambre s'est assise à côté de moi, un geste de soutien sans précédent. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Pour tout. Pour savoir que quelque chose n'allait pas et ne jamais rien dire. Pour toutes les blagues cruelles. À cet instant, alors que la vérité émergeait enfin dans ce salon où j'avais passé tant d'heures malheureuses, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Le mystère de pourquoi je n'avais jamais vraiment appartenu avait été résolu. Mais la solution ouvrait une porte sur un nouvel avenir inexploré et une famille que je n'avais pas encore rencontrée. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé à Daniel, me sentant soudainement épuisé. Maintenant, nous contactons les autorités, a-t-il répondu doucement. Et quand vous serez prête, les Cartier aimeraient vous rencontrer. Alors que ces mots flottaient dans l'air, on a frappé à la porte. Nous nous sommes tous figés, nous regardant les uns les autres avec interrogation. Attendez-vous quelqu'un d'autre, a demandé Adrien à Daniel. Non, a-t-il répondu, vérifiant son téléphone. Mais il semble que les Cartier étaient trop anxieux pour attendre des arrangements formels. Ils ont retrouvé cette adresse. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors qu'Adrien allait ouvrir la porte. Sur le seuil se tenait un couple d'une 60aine d'années, une femme aux cheveux roux délavés et un grand homme aux yeux bienveillants. Ils m'ont regardé et dans leur visage, j'ai vu mes propres traits se refléter pour la première fois de ma vie. Lise, a murmuré la femme, utilisant un nom qu'on ne m'avait jamais donné, mais qui avait toujours été le mien. La pièce est devenue silencieuse alors que Patricia et Richard Cartier entraient, leurs yeux ne quittant jamais mon visage. La main de Patricia tremblait alors qu'elle la levait à mi-chemin vers moi, comme si elle avait peur que je disparaisse si elle tendait la main trop vite. « Tu as les yeux de ma mère », a-t-elle dit doucement. J'ai toujours dit à Richard que notre bébé aurait ses yeux. Je suis resté figé, incapable de traiter le flot d'émotions qui me parcourait. Voici les gens qui m'avaient créé, qui m'avaient perdu, qui n'avaient jamais cessé de chercher. Leur chagrin et leur espoir étaient palpables, suspendus dans l'air entre nous comme une chose physique. Éléonore Dubois, ma mère, la femme qui m'avait élevé,
a laissé échapper un petit sanglot et s'est effondré davantage dans les bras de Thomas. Le son a rompu le charme, et j'ai retrouvé ma voix. Je ne sais pas trop comment m'appeler en ce moment, ai-je admis. J'ai été Chloé Dubois toute ma vie, mais vous m'avez appelé Lise. Richard Cartier a souri doucement. Tu peux t'appeler comme tu le sens. Nous voulons juste te connaître. Maître Henri s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous laisser un peu d'espace à tout le monde. La police aura besoin de déclarations de toutes les parties, et il y a des questions juridiques à régler. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'interrogatoires de police, de consultations juridiques et de conversations émotionnelles. Les preuves contre les Dubois étaient substantielles, les résultats ADN, la boîte d'indices de grand-mère Sarah, et enfin leur propre confession. Ils ont été arrêtés mais libérés sous caution en attendant leur procès. Au cours d'un des interrogatoires, toute l'histoire a émergé. Éléonore avait été bénévole à l'hôpital alors qu'elle luttait contre une dépression postpartum après sa fausse couche. Elle avait développé un attachement pour moi, un nouveau-né aux cheveux roux comme sa mère, et avait convaincu une infirmière sympathique nommée Leroux de lui permettre un accès spécial à la nurserie. Ce jour fatidique, l'infirmière Leroux avait laissé Éléonore seule avec moi 1 minute, et Éléonore avait pris la décision impulsive de m'emmener à la maison. Thomas, arrivant pour la chercher après son service de bénévolat, avait été choqué, mais finalement complice, partant avec un bébé volé et créant un nouvel acte de naissance grâce à un contact dans les registres du département. Le rôle d'Ambre dans la tromperie est également devenu plus clair. À 16 ans, elle avait surpris ses parents se disputer sur ce qu'il fallait faire alors que je grandissais et devenais de plus en plus visiblement différente d'eux. Plutôt que de révéler la vérité, elle l'avait intériorisé comme un avantage secret sur moi, l'utilisant pour alimenter ses blagues cruelles tout en s'assurant que je ne deviendrais jamais trop curieuse de mes origines. J'avais peur, a admis Ambre lors d'une conversation difficile dans mon appartement avec Adrien. Peur de ce qui arriverait à notre famille si la vérité éclatait. Et puis c'est devenu une habitude, ce pouvoir que j'avais sur toi sans même que tu le saches. As-tu jamais pensé à ce que je ressentais, lui ai-je demandé. Être traitée comme une étrangère toute ma vie. Elle a baissé les yeux. J'étais jalouse, si tu peux le croire. Même s'ils me favorisaient, ils étaient obsédés par toi d'une manière différente. Toujours inquiets pour toi, toujours à te surveiller. Je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à ce que je les entende se disputer cette nuit-là. Alors que l'affaire judiciaire contre les Dubois progressait, j'ai commencé le processus délicat d'apprendre à connaître les Cartier, mes parents biologiques. Nous avons commencé par de courtes visites, généralement avec Adrien présent pour un soutien moral. Il respectait mes limites, ne poussant jamais pour plus que ce que j'étais prête à donner. Patricia m'a montré des albums de leurs photos de famille. Je me suis vu dans ses traits et les cheveux roux de sa sœur, dans la forme des mains de mon grand-père. Tu étais notre bébé miracle, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous étions assises dans leur salon ensoleillé. Nous avons essayé pendant des années d'avoir un enfant. Quand tu es enfin arrivé, c'était le plus beau jour de notre vie. Et puis le pire, a ajouté doucement Richard, quand nous sommes allés à la nurserie. Et tu avais disparu. Ils m'ont montré ma chambre d'enfant, préservée pendant 28 ans dans l'espoir de mon retour, les murs jaunes, les papillons peints à la main, le berceau qui avait été converti en lit au fil des ans, mais jamais démonté. Nous avons eu une fille nommée Camille 4 ans après ton enlèvement, a expliqué Patricia. Ta sœur? Elle a grandi en sachant que tu existais. Chaque année, le jour de ton anniversaire, nous lâchions un ballon avec ta photo et un message. Rencontrer Camille était surréaliste. Une sœur dont je n'avais jamais connu l'existence, 4 ans plus jeune que moi, mais à certains égards plus mature. Elle avait grandi dans l'ombre de mon absence, façonnée par des parents qui portaient un profond chagrin aux côtés de leur amour pour elle. J'étais jalouse de toi, a-t-elle avoué lors de notre premier déjeuner ensemble. La fille disparue qu'ils n'ont jamais cessé de chercher. Mais maintenant, je suis juste contente que tu sois retrouvée. À l'approche de la date du procès d'Éléonore et Thomas Dubois, j'ai dû faire face à une décision difficile. Le procureur voulait que je témoigne sur mon enfance, que je détaille la négligence émotionnelle qui avait caractérisé mon éducation. Une partie de moi voulait la justice, voulait qu'ils subissent les conséquences de m'avoir volé à ma vraie famille. Mais une autre partie reconnaissait la complexité de la situation. La santé mentale d'Éléonore avait clairement été fragile après sa fausse couche. Thomas avait essayé de protéger sa femme. Leurs actions étaient inexcusables, mais nées du désespoir plutôt que de la malveillance. « Que veux-tu faire » a demandé Adrien alors que nous discutions de mes options.
Je ne sais pas si je pourrai jamais leur pardonner, ai-je admis. Mais les envoyer en prison pendant des décennies ne changera pas ce qui s'est passé. Ça ne me rendra pas ces années avec les quartiers. Finalement, j'ai travaillé avec le procureur pour organiser un accord de plaidoyer. Les Dubois plaideraient coupables d'enlèvement et de falsification de documents, mais avec ma déclaration sur les soins qu'ils m'avaient prodigués malgré leurs défauts, ils ont reçu des peines réduites, 8 ans pour Éléonore, 5 pour Thomas, avec possibilité de libération conditionnelle. Ambre n'a fait face à aucune accusation criminelle, mais a dû suivre une thérapie et effectuer des travaux d'intérêt général pour son rôle dans la dissimulation de la connaissance d'un crime. Notre relation est restée compliquée, mais l'honnêteté entre nous a créé la possibilité de quelque chose de plus sain que ce qui avait existé auparavant. Tout au long de ce bouleversement, l'art est resté mon encre. J'ai commencé une nouvelle série de peintures explorant les thèmes de l'identité, de la perte et de la renaissance. Lorsqu'une galerie de premier plan m'a offert une exposition personnelle, je l'ai intitulée « Retrouver, naviguer une identité volée ». Le soir du vernissage, les Cartier et Adrien se tenaient fièrement à mes côtés. Les Dubois, en attente de leur condamnation, ne pouvaient pas être présents, mais Ambre est venue, se tenant maladroitement en périphérie jusqu'à ce que je l'invite à nous rejoindre. La pièce maîtresse de l'exposition était un grand triptyque. Le premier panneau montrait un bébé seul dans une nurserie d'hôpital. Le second dépeignait une jeune femme partagée entre deux mondes, deux familles. Le panneau final montrait la même femme, entière à nouveau, entourée de cercles de connexion élargis, une représentation visuelle de mon voyage vers l'intégration de mon identité fragmentée. « Je suis si fier de toi », a dit Patricia, en me serrant la main alors que nous nous tenions devant le triptyque. « Tu as transformé quelque chose de douloureux en quelque chose de beau. » « C'est ce que fait l'art, ai-je répondu. Il nous aide à donner un sens au chaos. Au fil des mois, j'ai progressivement trouvé mes marques dans cette nouvelle réalité. J'ai commencé à utiliser les deux noms, Chloé-Lise, comme un pont entre mon passé et mon présent. Les Cartier respectaient mon besoin de conserver des aspects de l'identité que j'avais construite pendant 30 ans, même si j'embrassais la vérité de mes origines. La guérison n'était pas linéaire. Il y avait des jours où la colère me submergeait, la colère contre les Dubois pour avoir volé ma vie, contre Ambre pour sa cruauté, même contre ma grand-mère Sarah pour ne pas avoir révélé ce qu'elle savait plus tôt. Il y avait des moments où je me sentais comme une étrangère à moi-même, prise entre deux noms, deux familles, deux récits. Mais lentement, une nouvelle compréhension a émergé. La famille, ai-je réalisé, n'était pas uniquement déterminée par le sang ou l'éducation. C'était quelque chose que nous pouvions activement choisir, activement construire. Adrien le démontrait quotidiennement avec son soutien indéfectible. Mes amis qui m'ont soutenu à travers l'attention médiatique et les procédures judiciaires l'ont montré par leur loyauté. Les Cartier l'ont prouvé avec leur patience alors que nous construisions notre relation, ne demandant jamais que je les appelle maman et papa, mais chérissant chaque pas vers la connexion. Même les Dubois, malgré leurs crimes terribles, avaient, à leur manière imparfaite, choisi de faire de moi leur famille. Leurs actions étaient impardonnables. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé à avancer vers une forme complexe de pardon. Non pas pour eux, mais pour ma propre libération du fardeau de la haine. Aujourd'hui, je vis dans un monde élargi plutôt que diminué par la vérité. Je maintiens le contact avec les deux familles, fixant des limites là où c'est nécessaire, mais laissant l'amour circuler là où il le peut. Adrien et moi sommes fiancés, prévoyant un mariage qui devra d'une manière ou d'une autre accommoder ce réseau complexe de relations. L'histoire de mon identité continue d'évoluer. Mais pour la première fois, je suis l'auteur de cette histoire. L'écrivant en pleine connaissance de son début et avec espoir pour ses chapitres futurs. Si mon expérience m'a appris quelque chose, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, offre la libération. L'ADN même qui a révélé mon identité volée m'a aussi connecté à mes racines biologiques, élargissant plutôt que limitant qui je pouvais devenir. La lumière projetée sur des secrets longtemps cachés, bien qu'initialement aveuglante, a finalement éclairé un chemin que je n'aurais pas pu imaginer. Nous ne pouvons pas changer notre passé, mais nous pouvons choisir comment nous l'intégrons dans notre présent. Nous pouvons décider quels liens renforcer, lesquels relâcher, et quelles nouvelles connexions forger. C'est dans ce choix que réside notre véritable identité, non pas fixée par la naissance ou les circonstances, mais continuellement créée par la façon dont nous répondons aux vérités les plus difficiles. Si vous avez déjà remis en question votre place dans le monde ou vous êtes senti comme un étranger dans votre propre histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre sentiment d'appartenance n'est pas dicté par les autres.
C'est quelque chose que nous cultivons en vivant authentiquement et en nous entourant de ceux qui nous voient et nous valorisent tels que nous sommes vraiment.